ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו וציוונו להדליק נר שבת. שבת שלום. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון. Ils vivent en France, mais sont nés en Tunisie. Ce sont les Juifs tunisiens, les Juifs thunes, comme on les appelle. À Paris, on les croise à Belleville, au Faubourg Montmartre, et leurs péripéties dans les boutiques du Sentier remplissent les salles obscures. Ils forment une communauté visible et truculente, ont laissé exubérants et excessifs, drôles et forts en gueule. Là, vraiment, on est en train de rentrer dans le cœur de Belleville. C'est ici le point de rencontre de tous les dimanches, de tous les Juifs tunisiens. Donc ils se mettent debout, ils n'ont rien à dire, ils ont « bonjour, comment ça va, ta femme, les enfants ?» Et puis ils sont là pendant 3, 4, 5, 6 heures en train de parler du pays. Mon cousin Germain, du même quartier que moi, pareil, William de Belleville, ça fait des années, ça fait des années qu'il est à Belleville. Lui, avant de planter les pierres de Belleville, il a été créé déjà, mais il est venu spécialement importé de Tunis. Il habitait à la rue du docteur Kassar. Oui. Quel numéro? 3. 3 rue du docteur Kassar. Regardez cette merveille. Oui. Monsieur William, lui et sa femme et ses 2 filles. Attends, mets la kippa. Alors il va nous faire une petite prière. Hein? Fais-nous une petite prière. Au-delà de la caricature, au-delà des clichés, nous allons vous raconter l'histoire des Juifs tunisiens. L'histoire d'une communauté d'hommes et de femmes qui vivent en France mais qui ont laissé une partie de leur cœur en Tunisie. Un pied de chaque côté de la Méditerranée. Être juif tunisien, c'est quoi? C'est un métier. J'ai vécu en Tunisie, je me sens tunisienne. Enfin, oui, tunisienne. Le Tunisien en soi, qu'il soit en Tunisie, à Los Angeles, au Canada, reste tunisien. Ça, chasse le naturel, il revient en galop, ça c'est sûr. On ne peut pas ne pas venir de quelque part. Alors les autres ne sont pas tellement fiers de leur passé, peut-être, j'en sais rien. Nous le sommes tellement que nous sommes juifs tunisiens et on dit jamais je suis juif. On dit je suis juif tunisien. Les Juifs de Tunisie ont des parcours, des vécus différents. Mais tous ont un attachement puissant, un lien passionnel avec la terre tunisienne. Quelques-uns sont même revenus s'y installer, mais la plupart y retournent sans arrêt pour de brefs séjours. En 60 ans, la Tunisie s'est vidée de ses Juifs. Ils sont aujourd'hui moins de 1500, après avoir été près de 100 000 à vivre en Tunisie du temps du protectorat français. Les Juifs formaient, au sein de la société tunisienne, une communauté dynamique et foisonnante. Alors, il n'y avait pas de carton d'invitation, il n'y avait pas du tout. Toute la ville était invitée, c'était porte ouverte. Et nos mamans, nos tantes se mettaient à la cuisine et elles faisaient en entrée, on appelle ça. Là, tu vois, là ça, c'était pas un immeuble, c'était une maison. Les Sidbons. C'est les Sidbons. Alors nous, on était les Taquettes, on habitait ici, et là, c'était les Sidbons. On allait se baigner ensemble, on inventait des trucs, parce qu'on faisait des trucs magnifiques. Et là, on ne pourra jamais oublier cette famille. Et nous, on était côté plage, ils étaient de ce côté. Et puis, bonjour, ça va, Judas? On raconte un petit peu la Tunisie. Je reconnais quand même. Ben oui, c'est la famille Hamami, c'est le pilier de la Goulette. Donc, comment vous appelez? C'est Jouda ou pas? Aziza. Aziza, d'accord. Parce que vous étiez plusieurs... ça fait plaisir. Wallahi, je raconte un petit peu notre vie. Oui, on va aller sur là. C'est sûr, je disais qu'il y avait des cafés à mort. Il y a des bons souvenirs. Des très bons. Franchement. Ils sont toujours là. Oui, j'espère. Qui dit la Goulette dit les Hamami, c'est sûr. Oui, et puis une grande famille, très respectueuse, très honorable. Et malgré nos religions, on vivait tout le temps ensemble. On était sur le point de vendre la maison. Non, c'est un patrimoine. On ne peut pas. Non, voilà. Vous avez bien fait. Il faut continuer et élever encore la mémoire. On s'attache tellement à la Goulette. C'est très bien.
c'est sûr. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous embrassez vos frères. Oui, moi aussi. Au revoir. Ça, c'est ma maison natale. Donc, je suis née là, dans une des chambres ici. Et bon, on passait la journée à la plage. On n'avait jamais de serviette. On n'a jamais mis une huile sur notre visage. On était là, on plongeait des heures, on revenait. Tout était naturel. Mais on était une boulimie de bonheur, de joie. Mais vraiment avec des trucs tout simples, quoi. L'histoire des Juifs et de la Tunisie est une histoire commune qui s'écrit depuis des siècles. Une histoire faite de passion, d'attirance et de rejet, une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui sous une autre forme. Pour les Juifs tunisiens de France qui reviennent régulièrement en Tunisie, c'est un perpétuel retour aux sources. Ils marchent sur les pas de leurs parents et tentent de redonner vie au passé. Comme Serge Moati dans son roman Village Jasmin, aujourd'hui adapté en téléfilm par le réalisateur Ferit Bouguedir. Sa propre histoire, celle d'un juif sur les traces de son père, militant socialiste engagé dans l'émancipation de la Tunisie. L'histoire familiale d'un juif, portée à l'écran par un musulman dans un pays arabe, une collaboration singulière, fidèle à la tradition mosaïque de la Tunisie. Vous cherchez quelque chose? Vous savez pas comment on peut visiter? Vous êtes acheteur? Ah non, pas du tout, on est venu comme ça. En fait, c'est ici que mon père a rencontré ma mère. Raconter les cancans et le soir sur la marine, tout vent et potine, et c'est toujours le même refrain. On y jadote, on y radote. Mais où tu m'emmènes? T'es fou, et les invités? J'ai une question à te poser, Odette. Qu'est-ce qui unit ici tous ceux qui ont compris que cette terre était un paradis? Des Juifs, des Arabes, Italiens, Maltais, Français? Qu'est-ce qui les réunit, tout cela, hein? Quel parfum? Quel souvenir? Le couscous? Oh bah non. Mais je sais pas. Dis-le, on nous attend. Odette, c'est le jasmin. Le jasmin. Alors laisse-toi aller. Prends ton temps. Et respire. Juifs, Arabes, Italiens, Maltais, Français. C'est la Tunisie des années 30, au temps du protectorat français. Les communautés vivent côte à côte, on se croise à la plage ou sur les marchés, et dans le même temps, on reçoit les enseignements de la France. Les Juifs tunisiens sont le fruit de ce brassage, de ces différentes cultures qui se côtoyaient. Élevés sur les bancs de l'école de la République, ils restent également imprégnés des coutumes orientales. Jusque dans leur pratique du judaïsme, qui mêle croyance et superstition. On est au cœur d'un judaïsme méditerranéen entre le culte des saints et la peur du mauvais œil. C'est comme ça que certains juifs tunisiens se sont mis à vénérer des rabbins, considérés comme des prophètes. Comme ça qu'ils se recueillent sur leur tombe pour se livrer à de surprenants rituels. Moi, chaque fois que je viens voir la tombe de Rabbi Haïtaïf. Des fois, je viens directement de l'aéroport. Mais bon, moi, je suis très copine avec Rabbi Haïtaïf. Ça me plaît beaucoup de venir le voir. Ça fait pas longtemps, je vous dis franchement. Et puis, c'était comme un rêve. Comme j'ai un enfant malade. Et puis, dans un rêve, on m'a dit, tu es allé jamais voir le Rabbi Haïtaïf? Je lui ai dit non, c'est vrai, j'habitais en Tunisie. Et puis, depuis 7-8 ans, nous, on n'a pas de témoins vivants. Mais d'après les écrits, c'était un très, très grand rêve. C'était un prophète. Ça va? Bonjour. Ça va? On est en train de filmer la tombe de voilà. C'est super, salut. Ça va? Voilà, et on se retrouve. C'est sympa. Voilà, et la bourra qui sort là, voilà la bourra arrive.
Voilà, ça c'est les fruits secs et les bougies. Amen. Ça, je vais garder. Et on va faire goûter de cette bourra à notre famille, à Paris, à nos amis et à tous ceux qui souhaitent voir leurs vœux réalisés. Voilà. Mais quand je viens en Tunisie, moi, je viens régulièrement puisque ma mère habite ici. Je viens en moyenne 2 fois par an. Et voilà, je viens faire un pèlerinage sur la tombe de Rabbi Tayeb. Il y a ma belle-mère qui est enterrée dans le cimetière des Livournais, chez les Granats. Voilà, et j'ai une sœur qui est enterrée chez les Touensa. Il y avait une ségrégation quand même entre les Juifs. C'est comme si vous dites les séparats des Ashkénazes. Les Juifs de Tunis, hop, et ça, c'est les Granats. Les Granats n'étaient pas enterrés dans le même lopin de terre. Alors ça, c'était les Granats. Bon, voilà, c'est hyper vieux d'ailleurs, parce que je pense qu'ils ne viennent pratiquement plus. C'est des gens d'Italie, de Sicile, de Livourne, les Livournais. D'ailleurs, si on s'approche, peut-être qu'on va trouver des noms un peu plus... Voilà, les Baranès. Tout ça, c'était des noms un petit peu italiens. Les Gozlans. Il y avait pas mal de noms un peu spéciaux, qui avaient une consonance moins tunisienne que nos tombes, là-bas. Les tombes là-bas, celles qui sont de l'autre côté du cimetière, ce sont celles des Touensa, les Juifs de souche, dont la présence en Tunisie remonte à plus de 2000 ans. Souvent très pauvres, ils vivaient aux côtés des Tunisiens musulmans, s'habillaient comme des orientaux et parlaient le judéo-arabe. Au XIXe siècle, la très grande majorité des Juifs vivaient à Tunis, dans le quartier de la Hara. Tous les soirs, les portes du quartier se fermaient pour ne rouvrir qu'au matin, un cloisonnement qui permettait de séparer les Juifs des musulmans, mais aussi parfois de les protéger. Il y a des vieux préjugés contre les Juifs. Il y a des proverbes durs que les gens pouvaient s'envoyer comme... enfin, des expressions proverbiales qu'on pouvait s'envoyer comme des insultes, traditionnellement juif chien. Enfin, il y a kalb. Ou quand un musulman se comportait mal, on le traitait de juif. Je veux dire. Donc, il n'y a pas une admiration sans borne des juifs comme ça, dans l'abstrait. Mais en même temps, dans les relations comme ça, entre individus, il n'y a pas de manifestation hostile. Il y a toujours pareil. Il y a les Livournais, il y a les Touensa, et puis il y a les musulmans en dessous et les Européens au-dessus de tout ça. Il y a manifestement une coexistence entre les élites de même classe sociale. On n'avait pas peur les uns des autres. Peut-être parce qu'il y avait la présence des Français qui garantissaient cette stabilité, mais aussi, je crois, parce qu'il y avait réellement une sorte d'adab, comme on dit en arabe, la civilité, les bonnes manières. Le mouvement entre les Juifs et les musulmans était parfait. Pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient l'ennemi commun, qui étaient les fils de colons, français très huppés, très riches et tout ça. Je parle dans les écoles du lycée Carlon où j'étais, et tout ça. Moi, par exemple, je m'appelle Isaac Boublil. On m'a jamais appelé Isaac Boublil. Parce que quand je disais Isaac, il y avait des cris et des choses, parce que mon prénom ne leur plaisait pas. Et les seuls qui prenaient la défense et qui m'aidaient, c'était les musulmans. Malgré l'antisémitisme de nombreux Français de métropole, le protectorat va aussi favoriser la promotion sociale de beaucoup de Juifs d'origine modeste et les sortir du ghetto de la Hara. Les plus pauvres restent dans les quartiers populaires aux côtés des musulmans, mais une élite juive de plus en plus francisée s'installe dans le quartier européen. Si la présence française en Tunisie a permis une réelle évolution du mode de vie des Juifs,
les Tunisiens musulmans subiront, eux, les méfaits de la colonisation. Le protectorat a eu pour effet le développement des villes principales, la création d'un réseau de chemins de fer. Le protectorat a métamorphosé la Tunisie en multipliant les établissements industriels. Le pays change rapidement. Un changement qui entraîne la ruine de toute une partie de la population tunisienne qui vivait de l'économie traditionnelle. L'appauvrissement de centaines de milliers de Tunisiens va contribuer à l'éveil d'un sentiment nationaliste, initié par une jeunesse cultivée. En 1934, un jeune avocat du nom d'Habib Bourguiba crée le parti du Néo-Destour, avec un évident désir d'émancipation vis-à-vis de la France. Tout dans votre mouvement sans l'impatience d'en finir avec la présence française en Tunisie. Vous êtes trop pressé. Oui, parce que c'est une occupation. Et ce soi-disant protectorat est une colonie. Mais moi, je suis persuadé que tout le monde ici doit accéder à une culture moderne, à la française. Et pourquoi une culture à la française? Mais parce que la France est le pays des droits de l'homme. Et que ça, c'est universel. Les valeurs importées par la France en Tunisie sont positives. Il faut en profiter. Laissez-nous faire ça à notre rythme, avec notre culture à nous. Et sur le fond, nous sommes d'accord. Il faut le dire à Bourguiba. Il y a eu des Juifs qui ont soutenu le Néo-Destour, notamment justement parmi les socialistes. Ils les ont soutenus, mais ils n'ont pas adhéré au nationalisme. Ils avaient peur de la dimension islamique, religieuse. Ils avaient peur de la dimension arabe, anti-occidentale, déjà. Et les Juifs, de fait, vont être suspectés toujours d'adhérer plutôt aux intérêts de la France plutôt qu'aux intérêts de la nation tunisienne. Ça va évidemment marquer les esprits. Devoir choisir entre les deux pays, devoir choisir entre les valeurs de la République française et ses racines tunisiennes, c'est précisément ce que l'élite juive refuse de faire dans les années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs de Tunisie représentent alors moins de 3% de la population totale, mais l'élite tient une place considérable au sein de la société tunisienne. La grande synagogue de Tunis, bâtie en 1937 au cœur du quartier européen, reste encore aujourd'hui le symbole de la visibilité de cette communauté avant la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Police allemande. Cette maison est réquisitionnée. Bon volume. Qui a construite? Mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce que vous faites là? Notre maison va être habitée par l'ambassadeur du Reich, le docteur Rahn. Il vient s'installer à Tunis pour diriger la défense du pays contre l'agression américaine. C'est un honneur pour vous autres juifs. Les lois anti-juives de Vichy sont appliquées depuis 2 ans quand les forces de l'Axe arrivent en Tunisie. Les Allemands exigent qu'on leur fournisse 3000 hommes juifs pour les envoyer dans des camps de travail obligatoires à travers tout le pays. Tous les biens juifs sont confisqués par l'occupant nazi. Les Allemands ne contrôlent pas les mers. Ils ne peuvent donc pas organiser de transport massif vers l'Europe et vers les camps d'extermination. Mais plusieurs centaines de Juifs tunisiens seront déportés pour faits de résistance ou contravention à l'ordre allemand. Ah! Mais quel plaisir! Il y a du pain sur la planche. Emmenez-le. Monsef Bey, souverain de Tunisie, tente de limiter les persécutions des Juifs tunisiens. Mais il ne prendra jamais clairement position en faveur des Alliés, parce qu'une partie de la population tunisienne soutient les forces de l'Axe. Pendant la guerre, comme les musulmans sont de plus en plus attirés par le nationalisme et deviennent donc anti-français, ils sont tentés par l'ennemi de la France et par le discours anti-juif de l'époque. Mais en même temps, je peux vous donner des tas d'exemples de Juifs qui ont été abrités, hébergés par les musulmans.
Bonjour Serge. Qu'est-ce que t'es belle. Tout va bien Serge. T'es chez toi maintenant. Dès la Libération, on a tourné la page. On a estimé que, comme après l'affaire de Dreyfus, que la France de la Révolution française, la France des principes républicains et des droits de l'homme, c'était la vraie France. Les Juifs décident donc de tirer un trait sur la France de Vichy, et la communauté retrouve très vite sa place au sein de la société tunisienne. Les Juifs de Tunisie, qui n'ont jamais été aussi nombreux, près de 100 000, ont conscience d'avoir été relativement épargnés par la guerre. Et la vie redevient douce en Tunisie. Nos souvenirs sont là-bas. Un petit peu, c'est-à-dire qu'on rabâche un peu les mêmes histoires, quoi. Mais ça ne nous gêne pas de raconter toujours les mêmes histoires. Les mêmes histoires, des mêmes personnages, des mêmes endroits, ça ne nous gêne absolument pas. De toute façon... Et depuis que nous avons tous quitté à 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pareil. On raconte les mêmes choses, quoi. Les beignets, les bamboloni, les frites... Il y avait des filles barbariques qu'on coupait, qui nous vendaient... On n'arrêtait pas de manger. C'est vrai. Ben, m'a dit, qu'est-ce que vous faisiez surtout? J'ai dit, bah, on faisait du sport et on mangeait. C'était ça, c'est... Et on avait 20 ans. Et on avait 20 ans. C'est important. Faut ranger le coup, là. Là, c'est la plage. Et toute la plage se déportait vers le petit terrain. On se réunissait, c'était la plage. Avant ou après le match, voilà. Il y avait une buvette et on se réunissait. Pour nous, c'était à Acapulco. Elle avait même pas 20 mètres de long sur 3 mètres de large. Mais peut-être avec nos yeux d'enfant, on la voyait très grande, la plage. Ce monsieur était marchand de glace. Le fameux Bébert. Le fameux Bébert. Il y a une anecdote, tu peux la raconter l'anecdote, non? Ah oui. Il y a une anecdote terrible, c'est que un soir, il y avait un monde fou dans Paris, il était en plein centre de la ville. Dans sa pâtisserie. Il commence à faire nuit et d'un coup, il y avait un monde fou, hein. Et les Juifs tunisiens parlent beaucoup. Puis il y a eu une panne de lumière. Tout d'un coup, il y a eu un silence dans son magasin. Il n'entendait plus parler. Et ça l'inquiétait parce que s'il ne parle pas, il mangeait. Alors il a demandé, ils ont tout dit, je veux entendre votre voix, je veux entendre votre voix. Parlez un peu, Édith. Parce que ça y est, avec le silence. Ah, nous avons une photo. Notre école. Et ça, c'est beau, si c'était GM. On était à l'école à Lyon. Voilà le train comme il était. Voilà. Un peu beau, c'était un wagon ou un wagon en bas. C'est secondaire. C'était tellement beau. C'est du bois, ça. Et pourquoi TGM? Tunis, Goulet, Massa. TGM. Ouais. Le petit train du TGM, le jasmin qu'on glisse derrière l'oreille, le vendeur de glibettes sur la plage, le rituel du début de l'été quand tous les Juifs fuyaient Tunis, brûlante, pour s'installer 3 mois au bord de la mer, à la Goulette, Kérédine ou la Marsa. Les Juifs tunisiens n'en finissent plus de ressusciter leurs souvenirs, de courir après les odeurs et les sensations du passé. C'est cette recherche éperdue du kiff, cette sensualité jamais rassasiée qui cimente les Juifs de Tunisie, quel que soit leur âge. Ce qu'il y a en nous, qui reste en nous, mais complètement enfoui en nous, je crois que c'est cette façon de vivre en osmose, avec sérénité et sans distinction. Je crois que c'est un sentiment très très fort. Je crois qu'en fait, on tourne autour du pot en disant qu'on est des thunes, on est ceci. On a vécu ça très 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 fort, très violent, et c'est resté carrément en nous. On était juifs, c'était une... On se posait pas la question, c'était une évidence, une réalité. On n'avait pas besoin de se sentir juif par rapport à quelque chose. C'était une société qui avait ces 3 communautés, et puis c'était comme ça. Il n'y avait pas de violence dans les rues.
Il y avait pas de... Ça n'existait pas l'arabe ou le sale arabe, ça n'existait pas... Ou la méfiance de l'arabe, c'est un mot qui n'existait même pas, on ne sait même pas ce que ça voulait dire, ça. Le maximum des maximums, c'est que chacun d'entre nous, une fois dans la vie, en 30 ans, a reçu ça les Juifs. Mais ça a été là, quoi. On se rappelle des étés à la Goulette comme d'un âge d'or. Hein. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire, on le voit sur les écrans même affichés. On se rappelle de ça comme un âge d'or. On oublie les petites bagarres qu'il y avait entre les musulmans et les juifs et les jeunes musulmans, les attaques vexatoires, les choses. Parce que c'est vrai que dans l'ensemble, le mode de vie était doux. Et puis, pendant un temps, la vie va être sensiblement moins douce en Tunisie. Interrompu par la guerre, le processus d'indépendance se remet activement en marche au tout début des années 50. Le néo-destour d'Habib Bourguiba alterne les négociations politiques et la guérilla. À partir de 1952, les nationalistes organisent des manifestations et des grèves qui se soldent par de sanglants affrontements avec la police et l'armée française. La lutte armée va s'intensifier jusqu'en 1954, jusqu'à ce que Pierre Mendès France, devenu président du Conseil, instaure l'autonomie interne de la Tunisie. Le président du Conseil est reçu au palais de Carthage par son Altesse le Bey, auquel il donne lecture des propositions arrêtées en Conseil des ministres et qui tentent à accorder au peuple tunisien son autonomie politique interne, tout en sauvegardant les droits imprescriptibles des résidents français. Le 20 mars 1956, Habib Bourguiba et le parti destourien obtiennent l'indépendance de la Tunisie. La Constitution du 1er juin 1959 établit l'égalité de tous les Tunisiens sans distinction religieuse. Les Juifs de Tunisie deviennent des citoyens à part entière, au même titre que les musulmans. J'étais un des rares d'être inscrit au parti destourien avant l'indépendance. Ensuite, quand il y a eu l'indépendance, je me suis présenté et j'ai été élu comme représentant de tous les Tunisiens, pas juifs, juifs et arabes, du quartier de La Paillette et du Belvédère. Ensuite, il y a eu une question de langue, tout ça, j'ai laissé tomber petit à petit. C'est très difficile de mener un parti aussi important que ça sans connaître très bien la langue. C'est un handicap. Ça, c'est la n'empêche que j'ai toujours faute. eu... On n'avait jamais appris à l'école. Ça a commencé quand il y a eu l'indépendance, il y a eu la langue arabe dans les lycées français. Autrement, pas du tout. Même la géographie, on ne connaissait pas vraiment la Tunisie. Parce qu'ils ne maîtrisent pas assez l'arabe, parce qu'ils connaissent mieux les départements français que la géographie tunisienne, parce que, avant tout, ils ont été nourris des idéaux de la France, des milliers de Juifs partent dans les années qui suivent l'indépendance. Ils montent dans les mêmes bateaux que les colons français pour se construire une autre vie en métropole. Mais beaucoup de Juifs choisissent de rester malgré les métamorphoses que connaît la Tunisie. Un jeune État arabe et islamique, c'est écrit dans sa constitution, mais qui autorise les Juifs à pratiquer leur religion en toute liberté. Le jour de Kippour, on sortait à l'endroit où il y avait le marché, où il y avait la Hala, où il y avait Slat Gaddid, Slat Zera Ishaq. Il y avait une nuée de Juifs pendant la prière des Kohanim, aux environs de la fin de la fête. Tout le monde sortait avec leur talette, vous savez, sur la tête. Toutes les familles entières, il n'y avait pas une mouche qui pouvait rentrer dans le quartier tellement les Juifs étaient dehors, ils étaient en train de faire la Birkat Kohanim dans cet endroit-là, de la Hafsia. Et c'est un truc qui m'a toujours impressionné. Impressionné, jusqu'à maintenant, j'ai des images, jusqu'à 120 ans, je gardais cette image-là sur le judaïsme. Bizerte, juillet 1961. Bourguiba exige que la France se retire de la base navale, restée sous contrôle français depuis l'indépendance. La base est encerclée par les Tunisiens et De Gaulle ordonne une intervention militaire. Plusieurs jours d'affrontements avec les parachutistes français feront 1500 blessés et près de 700 morts du côté tunisien. Ça a été un massacre, Bizerte. Ça a été horrible. C'était un massacre. Et il y a eu une vague qui a commencé à circuler comme quoi les Juifs de Bizerte avaient aidé les soldats français. Alors il y a eu un mouvement effrayant. On parlait au point que le gouvernement tunisien a envoyé des personnes parler sur les places pour calmer les montées antisémites qui
qui n'étaient pas motivés du tout, parce que vous pensez bien que les Juifs n'étaient pas en train d'aider les parachutistes. Ils n'avaient pas besoin de ça, de toute façon. Et puis ça s'est calmé. Mais beaucoup sont partis. C'est des coups comme ça qui viennent. Les affrontements de Bizerte sont le dernier épisode d'une guerre d'indépendance qui n'a jamais vraiment eu lieu. La crise précipite une vague de départ massif des Juifs de Tunisie vers la France. Beaucoup rejoignent Paris. Ils vont investir Belleville, Antony, Sarcelles, le faubourg Montmartre. Au total, ils seront 55 000 à quitter la Tunisie pour venir vivre en France. C'est l'émergence d'une communauté, les fameux Juifs thunes. À la crème, gâteau à la crème. Apporte une fourchette à mamie. Combien d'enfants tu as? Quel شولاد عندك؟ ما عنديش ولاد. ما عندكش ولاد. ولاد خواتي. جيت معاهم. كيف ولادك؟ أنا ما تزوجتش اختار. Tu t'es pas mariée. Ah bon, d'accord. Mais tu as eu des copains quand même. شيخ. En quelle année t'es arrivée en France? En 80, j'ai quitté. Ah, t'as attendu? Ouais, parce que mes enfants sont jeunes. Parce que ma fille, elle a grandi et c'est devenu insupportable. J'avais 17 ans, moi, quand je quitte la Tunisie. Avec tes parents, là? Avec mes parents et mes frères. Et après, on est venu ici, ça fait 40 ans qu'on est là. Mais vous êtes venu quoi, avec une valise? Une valise, c'est tout. On n'avait rien. Mais quand t'es arrivé, t'avais pas l'angoisse de te retrouver dans un pays qui te ressemblait bien? Non, 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 non. Non. Non? T'es sûre que tes souvenirs sont bons? Non, non. Quand je suis arrivée, je me suis retrouvée à Paris. On s'est trouvés quand même très esselés. Hein. Mais bon, c'était à nous, après, une fois qu'on a senti ce sentiment, qu'on était un peu, si vous voulez, un peu dans le vide et on essayait de retrouver nos repères, et ben on les a retrouvés, nos repères, en mettant autour de nous, c'est comme un petit escargot, vous savez, c'est-à-dire 2 amis, 3 amis, et puis hop, on arrive jusqu'au bout pour se retrouver dans les mêmes endroits. On avait comme un devoir de se revoir et d'être nous-mêmes, les Juifs thunes, quoi. Oui, les gens, je pense, ont un plaisir à se retrouver, ont un plaisir en se retrouvant de retrouver un peu la Tunisie. Quand les gens sont arrivés, il faut savoir que les gens se sont beaucoup entraidés à Paris. Pour le travail, il ne faut pas oublier que tous les gens qui sont arrivés, ça a été pareil chez les gens d'Algérie, etc., on s'est tous beaucoup entraidés. En arrivant en France, il y avait les Ashkénazes qui étaient déjà installés là, les Polonais, etc., qui vivaient un peu couleur muraille, fallait pas faire de vagues, etc. Ils sortaient quand même de la Shoah et tout ça, c'était... OK. Et les Tunisiens, avec leur exubérance et tout ça, ont réussi à redonner aux Juifs ashkénazes de France, aux Juifs algériens de France, une certaine fierté de leur identité juive également. Et ces gens-là se sont dit, après tout, oui, ma foi, pourquoi pas. Et le Juif tunisien ne s'est jamais posé de questions. Il était Juif, Tunisien et Français. Et il faisait l'amalgame de ces 3 cultures et il le vivait. Enfin, moi, je me considère effectivement comme Français, Tunisien et Juif. Vous vous sentez plutôt Juif, Tunisien, Français, originaire de Tunisie? C'est très très difficile. D'abord, personnellement, je ne suis pas français, je suis resté tunisien. Je n'ai aucune raison de changer mon passeport. Je suis très fier d'être juif tunisien et très fier aussi de la Tunisie et même du comment la Tunisie s'est comportée avec nous. Donc, je n'ai pas de raison de changer. Ma famille est française, ma femme, mes enfants sont tous français naturellement, pas de naturalisation ni rien. Donc, moi, je suis tunisien. Maintenant, dans la tête, je me sens un bon juif, très proche d'Israël, avec aucun problème si je devais franchir le pas pour faire mon alia, si on me suit, si j'ai de la famille, si j'ai des amis, mais très fier d'avoir été tunisien. Entre la fierté d'être tunisien et l'attachement à Israël. Pendant la première moitié du XXe siècle, la plupart des Juifs de Tunisie avaient les yeux tournés vers la France. Mais à partir de la création de l'État sioniste, des liens étroits se nouent entre les Juifs tunisiens et Israël. Les Tunisiens les plus sionistes, plus de 25 000, partent s'installer en Israël à partir de 1948.
Et tout au long des années 50 et 60, les Juifs de Tunisie ne cesseront de faire leur alia, de partir vivre en Israël. Dès lors, et pour toutes les décennies à venir, le destin des Juifs tunisiens sera intimement lié à celui de l'État sioniste. En Tunisie comme ailleurs, les rapports entre musulmans et juifs s'écriront désormais à l'aune des événements du Moyen-Orient. Et les Tunisiens musulmans auront bien du mal à comprendre l'attachement sioniste de nombreux Juifs de Tunisie. Au fond de nous-mêmes, chacun de nous a l'espoir d'être enterré en Israël. Ils n'ont pas très bien compris ça. Et alors, vous êtes plus palestinien que israélien que tunisien. Dis non, on n'est pas, c'est pas une question de choses. Pour nous, c'est religieux. La question israélienne, c'est une question religieuse. C'est pas une question nationale. Ça voulait dire que les Juifs tunisiens abandonnaient la Tunisie à son sort, alors qu'elle accédait à la modernité, alors qu'elle accédait à sa liberté, etc., pour se tourner, encore une fois, vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ça voulait dire que les Juifs se désintéressaient réellement de l'intérêt de la nation tunisienne. C'est comme ça que ça a été perçu par des Juifs vers Israël. Ça n'a jamais été compris comme le désir des Juifs de vivre à part entière dans un État juif. On n'a jamais parlé d'Israël en Tunisie. Ah ça, on a eu quand même... On avait des petits mots, des petits kits à connaître, quoi. On disait jamais, tu vois, ils sont partis en Israël pour la communion de leur fille. Ah non, on parlait très doucement. On nommait à notre pays ou quoi. Donc, depuis petit, on était habitués. Ou bien on parlait d'Israël et on baissait le ton. Le mot Israël était tabou. Ah ouais. Fallait pas dire. C'est important, ça, on disait pas. Voilà. C'était un frère est au Canada. Il fallait pas parler d'Israël. C'était un mot qui n'existait pas. Ça vient beaucoup des parents aussi. Les parents aussi nous disaient, chut, dis pas. Voilà. Alors on a grandi en disant pas. Là-bas. Au Canada. Je sais pas pourquoi on a joué au Canada. Ouais, Canada c'est très fréquent au Canada. Je sais pas pourquoi au Canada, on aurait pu dire Zimbabwe, mais Canada. Pour finir, la moitié de la population juive de Tunisie est allée en Israël. Près de la moitié. Contrairement à ce qu'on perçoit, parce que les Juifs de France sont tellement visibles, les Juifs tunisiens en France sont tellement visibles ou audibles qu'on croit qu'ils sont plus nombreux. Le 5 juin 1967, le monde entier a les yeux tournés vers le Moyen-Orient. C'est le début de la guerre des 6 jours. À l'aube, l'aviation israélienne bombarde les troupes de Nasser, l'Égyptien, et de ses alliés jordaniens et syriens. En quelques heures, le monde arabe s'embrase et la Tunisie n'est pas épargnée. C'était en juin, presque la fin du lycée, les vacances approchaient, et puis avec cet air magnifique qu'il y a en Tunisie et tout, c'était magnifique. Moi, j'avais 16 ans, j'étais avec une amie, on marchait. Et puis à ce moment-là, une voiture s'est arrêtée. C'est une histoire que je n'oublierai jamais. Une voiture s'est arrêtée. Un monsieur a ouvert sa portière et nous a dit « Est-ce que vous êtes juive ?» Moi, c'est la première fois qu'on me posait une question comme ça. Je me souviens, avec mon ami, nous sommes restés un peu tétanisés. Et puis on a dit « Oui, pourquoi ?» Et il nous a dit « Rentrez vite, allez vous protéger. Il y a des gros problèmes. Allez vite vous protéger, rentrez chez vous. » C'était un lundi et il faisait très très beau sur Tunis. Donc quand j'ai déjà accompagné mes copains, le dernier c'était Jackie Biton, il s'appelait Jackie Biton, j'ai accompagné à la rue de Cologne. Donc je me retrouve de la rue de Cologne sur l'avenue de Londres, directement aux prises avec les manifestations. Il y avait un bain de foule à ce niveau-là énorme et moi je me suis retrouvé un moment au milieu. Quand je vois ça, je suis tétanisé, quoi. Quand je vois mort aux juifs, des mots durs, je pouvais pas comprendre ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire, j'étais jeune encore, mais bon, j'avais quand même 14 ans. J'étais en plein milieu des manifestants. J'ai vu des copains de mon quartier, j'ai vu d'autres copains que je connaissais. Donc je rentrais, et puis pour eux, c'était on va casser, on va avoir des trucs gratuitement, quoi. Nous, on était gosses, donc on commençait à casser les magasins, c'était pour avoir des ballons de foot, on était mordus de football et tout. Et je criais à mort les juifs avec les manifestants, étant moi-même juif, Nasser, je te vengerai. Et j'ai cassé moi-même les magasins des juifs. Et puis j'ai quelqu'un qui vient me dénoncer un chef de bande, qui lui dit non, c'est un juif, celui-là, il est en train de manifester avec nous. Et puis le gars, il m'attrape et me dit, toi, tu es juif? Je dis, non, je suis pas juif, moi je suis musulman. Il m'a dit, alors, Eshhed. Fais dis Eshhed. Les musulmans, pour être musulmans, doivent faire
Il doit dire « Ashhadu ila Allah wa ashhadu ila Muhammad Rasulullah ». Et moi, comme je suis né dans le quartier arabe, et que je savais comment il fallait dire pour se convertir à l'islam, donc j'ai prononcé la phrase. Et le gars, il m'a dit, il est venu, il a attrapé l'autre gars, il lui a donné une claque, il a dit « Mais tu te fous de moi? Tu vois pas, c'est pas un juif, c'est un musulman. » Et moi, je pensais que j'allais mourir. En fait, moi, je pensais qu'on allait nous tuer, parce qu'on disait à mort les juifs, etc. On entendait tout ça, un brouhaha. C'était jamais rien passé en Tunisie. Enfin, moi, en tout cas, je me souvenais pas rien contre les juifs. Il s'est passé que ma mère habitait en face de la synagogue et qu'elle a tout vu, elle. Comment, une chose qu'on n'imaginait pas pour qu'un jour des musulmans qui sont très respectueux de tout ce qui est religieux puissent brûler, piétiner les livres saints, la synagogue, crier dans les rues « à mort les juifs, à mort les juifs », c'est une chose que jamais on ne m'a pensé entendre et voir. Et moi, je l'ai senti comme une déception amoureuse. Des gens sont rentrés et ont saccagé des lieux saints, d'une manière absolument voulue et violente. Hein, des excréments dans les rouleaux de Torah. Il y a vraiment eu tout ça. Et puis le soir, en rentrant chez moi à la maison, après avoir vadrouillé toute la journée, je suis rentré chez moi à la Hafsia. Donc j'ai trouvé toute ma famille barricadée dans l'appartement. Ils étaient jaunes comme des citrons de peur. Et puis moi j'arrive tout décontracté, regardez ce qu'on a trouvé, ce que j'ai ramassé aujourd'hui, les magasins ils étaient ouverts, c'était journée porte ouverte dans tous les magasins, on a tout cassé, tout ça. J'ai pris une claque chez mon père, jusqu'à aujourd'hui je ressens encore la douleur et la force de la claque de mon père. Il y a eu un mouvement de foule qui était dirigé. Dirigé parce que il se trouve que je vivais en Tunisie à l'époque et que j'étais suffisamment âgée pour m'en souvenir. Les magasins juifs étaient marqués d'étoiles. Il y avait des signes dessus, donc ils savaient exactement quel magasin saccager. Qui est derrière ça? Des activistes, des antisionistes. Je crois que je ne peux pas dire à ce jour qu'on puisse dire que le gouvernement était derrière ça. On peut dire en revanche qu'il a mis du temps à réagir, un peu de temps. Le soir, mon père m'a envoyé pour aller acheter du pain. Et de la Hafsia, j'ai marché pour voir la Tunisie, toute Tunis, dans la désolation où c'était, il y avait des militaires partout qui gardaient toute Tunis. Et je me retrouve au Lucullus, au Lucullus, c'était au niveau de l'avenue de Londres, rue de Paris. Je rentre dans un café, le café du Lucullus, et je me rappelle encore du discours de Bourguiba, du président Bourguiba, que Dieu ait pitié de son âme. Et il a pleuré, il a dit comment vous touchez vos frères, les juifs tunisiens, c'est des frères, c'est vos frères, comment vous avez osé les toucher? Le soir du 5 juin 1967, le président Habib Bourguiba condamne fermement les pillages de la journée. Une prise de position exceptionnelle, à l'heure où tous les dirigeants du monde arabe attisent la haine d'Israël et des Juifs en général. Malgré le rappel à l'ordre de Bourguiba, qui leur avait dit, si vous êtes si courageux, allez sur le front, au lieu de venir attaquer vos compatriotes et tout ici. On avait senti quand même, enfin certains l'ont senti, pas moi, parce que j'y suis resté et tant d'autres, mais plein l'ont pris dans leur chair, quoi. C'était plus la même chose. Et là, c'était le début du grand exode, quasiment d'abord irrémédiable, ça c'est sûr, et puis en masse. Au fur et à mesure, d'année en année, c'était en masse. C'était fini, quoi. L'histoire était finie. L'histoire était donc finie. Tandis que les troupes de Moshe Dayan entrent dans Jérusalem, les Juifs quittent la Tunisie par milliers. La guerre des 6 jours marque la dernière grosse vague de départ des Juifs tunisiens vers la France. Il ne restera plus à la fin des années 60 que 10 000 Juifs en Tunisie. Le 10 juin 1967, la victoire de l'armée israélienne est totale et l'humiliation du monde arabe infinie. De nombreux juifs et musulmans du monde entier se positionnent. La Tunisie n'échappera pas à ce durcissement des identités. Pour la population musulmane et pour la population arabe en général, hein, c'est vrai aussi au Moyen-Orient,
le sentiment que c'est une défaite colossale, qu'Israël n'est pas un petit État postiche qui n'est pas appelé à durer, qu'Israël devient une puissance militaire redoutable, et c'est très mal accepté. Et la Tunisie continue de se vider de ses juifs tout au long des années 70. Ce ne sont plus des départs précipités, c'est comme une hémorragie ininterrompue. Mais les ponts ne sont pas réellement coupés puisque les juifs continuent de retourner en Tunisie pour de courts séjours ou des vacances. Jusqu'au début des années 80, jusqu'à ce que le conflit moyen-oriental franchisse à nouveau la frontière tunisienne. En septembre 1982, Habib Bourguiba autorise Yasser Arafat à établir le siège de l'OLP à Tunis. Pour beaucoup de juifs tunisiens installés en France, ces images de Bourguiba et d'Arafat seront vécues comme une trahison. Les allers-retours entre Paris et Tunis se font plus rares. J'ai commencé à sentir la coupure, on va dire les dernières années du bourguibisme, où là, on rentrait moins, enfin il y avait moins de gens qui rentraient, et quand je retournais, j'avais l'impression que quand même, il y avait un désir de gommage de la présence juive. C'est-à-dire que du moment que j'avais l'air européenne, etc., on n'arrivait pas, les gens que je rencontrais, que ce soit du chauffeur de taxi dans la rue et tout, c'était, on me déniait en fait le fait que j'étais tunisienne. C'est-à-dire, ça se manifestait comment? Que je pouvais pas être tunisienne vu que j'étais pas musulmane, quoi. Aujourd'hui, beaucoup de juifs recommencent à aller en Tunisie. Ils savent que les autorités tunisiennes sont régulièrement accusées de bafouer les libertés individuelles. Mais ils se disent aussi que la Tunisie de Ben Ali est celle qui a empêché le développement d'un islamisme fanatique sur son territoire et qu'elle protège farouchement les quelques 1200 juifs qui vivent encore en Tunisie. Pour tous les juifs, les séjours en Tunisie dépendent encore et toujours des tensions du Moyen-Orient. Je ne suis pas retourné depuis 2-3 ans parce que avec les événements du Moyen-Orient actuels, si vous voulez, certains de mes amis, certains de ceux que je croyais être des gens exceptionnellement bien, ont oublié que j'étais un Tunisien et ils se sont rappelés que j'étais juif. Genre en se prenant à moi, pourquoi elle a fait ça à Sharon? Mais elle va lui demander, moi, tu demandes à moi. Et je suis pas rentré 3 ans. Mais 3 ans, ça veut dire 103 pour moi. Parce que vous pouvez même pas vous imaginer mes relations avec mes amis arabes en Tunisie, ou avec la Tunisie tout court, ou avec l'odeur de ne pas sentir une citronnade, un jasmin, c'est quelque chose qui est terrible. Prendre un sandwich dans la rue, un casson tunisien, une brique à l'œuf. Ça sent bon, c'est pas... لاباس سافا عطيني نبريكو حاجه بحق والله مور طيب ميرسي ربي يعيشك سافا لاباس سافا لاباس اختي قول بيانفيني قول يعملوا الفيلم سافا الحمد لله La Tunisie très content pour vous. Vous êtes bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Mon président très content pour vous. Il aime vous, il aime mon président. Il aime qui? Il aime les juifs ou les français? Il aime tout le monde. Et les juifs? Ah bah oui, quand même. Ma grand-mère, je sais pas si... Voilà. Ma grand-mère avant... Tu connais le Hamam Bembli? Hamam c'est le Bembli. Oui, c'est sûr. Ma grand-mère, c'était Khadkiza, celle qui faisait les massages. Parce que les juifs, ils n'avaient pas de salle de bain. Tous les vendredis, pour Shabbat, on allait au Hammam. Et il y avait les hakika. Elle avait les seins qui tombaient jusque-là, ta grand-mère. Flac, flac. Ça, c'est des Tunisiens purs et ils sont pas comme elle. Dis-moi, ça, c'est du concentré. Tout à fait. Ça fait 50 ans. Je suis née à la Goulette. Bien sûr. Mais bon, je viens toujours, moi. Ça fait pas 50 ans que je suis pas revenue, ça fait juste 30 jours. Donc c'est pour avant ça la Goulette, là. C'est pour ça que j'ai jamais coupé le cordon. Il y avait que des Maltais, des Italiens et des Juifs. C'est sûr. L'avenue de Roosevelt, il y avait que des Juifs, des Italiens et en été. Et on s'entendait bien. Bien sûr. On était la même famille. On vivait en harmonie ensemble. Complètement. Complètement. C'est fini? Ben non, c'est pas fini parce parce qu'ils que sont eux, ils sont partis. Mais quand on revient, on retrouve nos frères. Ils sont là. Voilà, ils sont
mais je suis chez moi, moi. Je vais chez moi. D'ailleurs, mes enfants se consultent souvent. Ils disent, de toute façon, papa et maman, ils vont acheter une maison à Carthage. La retraite, elle est là-bas. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dire un juif va acheter une maison à Carthage, c'est quand même particulier. Mais cela n'empêche pas d'avoir 3 maisons de retraite ou 3 maisons de se dire, bon, voilà. Il y en a qui ont une à Miami, une à Tel Aviv. Mais ben, moi, j'en aurais une à Tunis, voilà. La Tunisie est un pays rare. Une terre musulmane où des juifs peuvent s'abandonner et rêver d'y finir leur jour. Avec l'espoir de ressusciter cette Tunisie mythique où toutes les religions vivaient ensemble. L'espoir que malgré les conflits de l'histoire, malgré les tensions, malgré les départs, juifs et musulmans puissent à nouveau vivre côte à côte.